énergétique? Qu'est-ce que l'univers énergétique? En fait, il y a un état de la matière qui est méconnu, qu'on appelle énergétique. Dans cet état de la matière, il y a différents états en fait. Il y a des états solides, gazeux, liquides. Et le monde énergétique en fait est d'une grande complexité. On est à la limite du plan physique et des plans supérieurs. Donc pour moi, pour les gens de mon acabit, le monde énergétique c'est quasiment le monde physique. Ce qu'on a constaté, c'est que la matière énergétique avait une masse et une inertie. Donc pour nous, c'est le monde physique. C'est très lié à cette dimension-là. C'est très proche. Il y a une interpénétration en fait, des deux mondes. Donc on a découvert dans les années 30 avec des Russes ce qu'on appelle l'effet Kirlian. C'était deux scientifiques, deux techniciens qui ont découvert l'effet Kirlian, qui se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose au-delà du monde de la forme. Ils ont créé un champ d'interférence entre un champ électrique à haute fréquence et à haut voltage et autre chose. Et cette autre chose, c'est le monde énergétique. Donc ce monde énergétique baigne probablement tout l'univers physique. C'est-à-dire que probablement, il n'y a pas d'endroit où il n'y en ait pas du tout, y compris le vide interstellaire. Ce qui pourrait expliquer la masse manquante de l'univers, puisque cette énergie a une masse. Donc si on ramène le contexte ici sur notre planète et dans notre vie ordinaire, la chose importante à dire, en fait il y a deux choses importantes à dire. La première, c'est que la planète baigne dans sa totalité dans une masse d'énergie. Et cette masse d'énergie a la capacité à porter de l'information, à enregistrer ce qui s'est passé. Donc il y a une espèce de très grande databank, en quelque sorte, qui est autour et à l'intérieur de la planète. Ça c'est un premier point. Deuxième point, l'univers énergétique est peuplé de créatures qui sont spécifiquement énergétiques, c'est-à-dire qui n'ont pas de corps biologique comme celui-ci, ou celui-là, et qui ne sont faits en fait, que leur enveloppe n'est faite que de matière énergétique. Et une part de ces êtres-là interfère avec les humains de la planète Terre. Et alors, ce que tu pourrais peut-être nous expliquer un petit peu, c'est tu avais envie de décrire d'autres référentiels dans lesquels cette dimension énergétique avait déjà été prise en compte, c'est-à-dire des référentiels chamaniques, de médecine chinoise, dans lesquels ce qui pour nous est quelque chose d'un petit peu ésotérique est quelque chose de tout à fait, comment dire, tout à fait commun et tout à fait entendu comme tel dans ces référentiels-là. Oui, on est dans la connaissance des peuples premiers. Effectivement, la médecine chinoise connaît cette dimension-là. Par exemple, elle parle de parasites énergétiques en désignant sous le nom de Kuei. La médecine traditionnelle de tous les peuples premiers prennent en compte, toutes les médecines prennent en compte cette existence de ce monde qu'ils appellent le monde des esprits parfois. Et le chaman va souvent traiter le côté esprit comme le côté physique. Donc en fait, nous on le traduit en termes de dimension énergétique parce que ce qu'eux appellent les esprits, souvent ce sont des êtres ou des influences énergétiques du haut lieu. Et donc parmi parmi toutes ces relations, tous ces échanges, en fait, certains sont plus ou moins bénéfiques, certains sont toxiques. Donc on pourrait peut-être définir ce que ce serait qu'un parasitage énergétique. D'accord, on va essayer de le définir, Nadine. Il faut bien comprendre que tout ce qui est vivant communique avec le vivant. C'est-à-dire les arbres vont communiquer avec les arbres vont communiquer avec l'air va communiquer avec les êtres humains. Tout est interconnecté plus ou moins. Ça c'est un premier point. Donc je suis connecté à toi, je suis connecté à cet arbre à l'extérieur. Il y a même des gens qui se connectent avec des appareils techniques parce qu'en fait il y a une contrepartie énergétique. Tout baigne dans ces espèces de vibrations énergétiques qui est visible. Pour les gens qui voient le champ d'énergie, on voit très bien que ça court partout, y compris dans les objets soi-disant inertes comme les minéraux. Donc il y a une forme de vie énergétique partout. Est-ce que ça a un rapport avec le fait d'émettre de la lumière de son corps? C'est encore autre chose? Alors c'est peut-être lié à ça, effectivement. Je ne connais pas la nature exacte de ce champ d'énergie. Un rayonnement lumineux, les animaux, les objets... Oui, alors... Je pense que c'est autre chose.
mais ça peut être lié en fait. Donc effectivement, le vivant communique aussi par la lumière. Et on le voit lors de certaines sorties du corps que le vivant va communiquer par l'énergie et aussi par la lumière. Je crois que c'est deux phénomènes qui se conjuguent mais qui ne sont pas forcément identiques. Donc en fait, ces échanges, ces relations, elles sont permanentes en tout temps, tout lieu, on en est tout le temps alors, plus ou moins, Nadine. En relation. Plus ou moins, parce qu'en fait, il y a deux états, on va dire, standards. L'état dans lequel la personne, par exemple, si on prend un être humain, est dans sa bulle, c'est-à-dire qu'il est dans un espèce de bouclier hermétique, et communique très peu avec le monde extérieur. Et l'état inverse, où la personne est totalement ouverte énergétiquement, et là, les connexions s'opèrent de partout. Et on peut être ouvert complètement, fermé complètement, et avec tous les états intermédiaires entre les deux. Mais alors, être ouvert, on peut être ouvert et être en bonne santé, on va dire, physique et énergétique. Être ouvert, c'est pas forcément être vulnérable, avoir des failles ou des fractures. Non, c'est pas obligatoirement ça, mais sous certaines conditions, on va avoir ce genre d'inconvénients. D'abord, si à l'état naturel, alors, autour du corps physique, on a ce que j'appelle le bouclier énergétique, c'est-à-dire la couche primaire du champ d'énergie qui entoure l'être humain. Et solide, il fait comme une espèce de cage de Faraday pour nous préserver des mondes énergétiques qui sont à proximité de nous. Quand on est un médium naturel, on a des zones de fracture, des zones de vulnérabilité où ça passe. C'est-à-dire que le champ d'énergie n'est pas assez fort, la coque n'est pas assez forte, et donc la communication avec le monde énergétique s'opère par là. Et la personne a des dons très jeunes. Il entend des voix, il voit les morts, ou il perçoit même par la clairaudience, il entend énormément de choses. Ça, ce sont des signes de fracture du champ d'énergie, des fractures structurelles, qui sont en général là depuis la naissance. Deuxième cas de figure, la personne va vivre au cours de sa vie des événements extrêmement traumatisants, ou alors elle va prendre des drogues ou de l'alcool en très grande quantité, et là elle va ouvrir momentanément des fractures. Alors, si elle se drogue de manière régulière, avec des drogues très dures, les fractures deviennent permanentes, et on est en proie effectivement au monde énergétique, avec une catégorie d'êtres qui vont profiter de la situation pour nous faire produire une certaine qualité de cette énergie, un peu comme on fait produire du lait par une vache. Donc en fait, ces parasites sont un petit peu comme, comment dire, il y a des pucerons sur des rosiers, il y a des coccinelles qui traient des pucerons pour en extraire le lait, enfin, tout le monde se nourrit de tout le monde. C'est ça. Alors qu'on pensait que l'être humain était au sommet de la chaîne alimentaire sur la planète, ce qui est peut-être vrai d'un point de vue biologique, ne l'est plus du tout d'un point de vue énergétique. Là, l'être humain, surtout par méconnaissance, parce qu'il est dans l'illusion d'être au sommet, et en fait, il n'est pas du tout au sommet, il est l'objet de prédation de multiples entités énergétiques qui vont, à son insu, lui faire produire telle et telle catégorie d'énergie. Ces entités ont l'aptitude à influencer sur le psychisme des individus, exactement comme les pucerons sont élevés par les fourmis, pour lui faire produire ce dont elles ont besoin. Donc il y a différentes entités, différents types de parasites qui vont être intéressés par telle ou telle émotion que tu peux produire dans telle ou telle circonstance, et qui peuvent donc, par exemple, manipuler la personne pour qu'elle entretienne je ne sais pas, une rage ou une inquiétude ou une tristesse ou quoi que ce soit. Alors, certains parasites qui va les nourrir, dont ils vont se nourrir. Certains parasites sont spécialisés et se nourrissent de quelque chose que l'on produit quand on est en frustration, par exemple. Alors, le parasite va entretenir la frustration pour nous faire produire cette qualité d'énergie dont il va se nourrir. La colère va également produire une certaine qualité d'énergie. Ce n'est pas forcément les mêmes parasites, mais ils vont nous pousser à nous mettre en colère pour avoir cette espèce de sous-produit du champ d'énergie, on peut l'appeler de la guimauve si on veut, peu importe les catégories. C'est peut-être leur friandise, ils nous font produire de la colère. Sachant qu'il y a des racines en nous déjà, des racines de colère, ils identifient facilement ces racines, et à partir du moment où ils les ont identifiées, ils vont les amplifier et se nourrir de ce qu'on est capable de sortir. Un rosier ne donne pas de pommes, donc quand ils vont voir qu'il y a un pommier, ils vont faire produire des pommes et encore plus de pommes. Et alors, ces entités ou ces créatures, est-ce qu'elles ont une vie? Je veux dire, est-ce qu'elles ont
des centres d'intérêt, Oui, une personnalité, une naissance, une mort, je ne sais pas. Oui, elles ont une vie autonome, tout comme nous, êtres humains, qui sommes des prédateurs biologiques ultimes sur la planète, puisqu'on est en train de détruire totalement la planète, on consomme les animaux jusqu'à plus soif. On a une vie personnelle, à l'instar donc de ces créatures-là qui ont tout à fait une vie normale et qui, de leur point de vue, se nourrissent normalement sur le dos des animaux qui sont les êtres humains. Donc ce sont des entités qui peuvent elles aussi ressentir de la sympathie les unes envers les autres, oui, de la joie, avoir des projets. Même si leur psychologie n'est pas totalement comparable forcément à l'être humain terrestre, effectivement, elles peuvent, c'est l'heure du déjeuner, on fait produire à telle entité un peu de colère, un peu de frustration pour se nourrir. Alors je donne une image. Et qu'est-ce qu'elles font entre leurs repas? Qu'est-ce que tu fais entre tes repas? Et bien voilà, justement, par exemple, tu vis ta vie. Une interview, je te pose des questions, je me renseigne. Voilà. Bon, alors je ne sais pas si elles font des interviews, mais bon, elles vivent leur vie, elles se promènent, elles ont leur propre cycle d'évolution. Alors on va prendre l'exemple des entités qui se nourrissent de l'énergie sexuelle. Oui. Donc, on appelle les succubes et les incubes. Alors, dans la tradition humaine, on parle de ces entités-là. Moi, j'en ai vu ces entités-là dans les voyageurs du corps. À quoi ça ressemble? Donc, ils te donnent l'apparence la plus adéquate, justement, pour te faire sécréter cette certaine qualité d'énergie. Mais voilà, donc les êtres éthériques peuvent prendre l'apparence qu'ils veulent, même s'ils ont une forme stable, on va dire, au moment où ils ne font pas d'efforts. Mais c'est très facile pour eux de modifier leur apparence. Donc, s'ils veulent te faire produire, si tu es une femme, et s'ils veulent te faire produire une certaine qualité d'énergie sexuelle pour s'en nourrir, ils vont prendre l'image d'un très bel homme qui correspond à ton idéal masculin. Si je suis hétérosexuel. Si tu es hétérosexuel. Bien de préciser. Si tu n'es pas hétérosexuel, ils vont produire ce qui te donne le plus d'émoi, et ils vont se nourrir de ça, parce que tu vas envoyer de l'amour à cette figure qui a été créée de toutes pièces, un peu comme on voit une image à la télé. Hein. Il y a des gens qui tombent amoureux de femmes qui sont à la télé, des stars de cinéma, ou ce genre de choses, et ce sont que des images. Et bien, de la même façon, ils produisent des images, alors c'est des images en 3D, ils se déguisent, et donc on va émettre vers ces créatures-là, surtout quand on est dans un espèce d'état d'inconscience, de rêve, la nuit, on va émettre, on va envoyer de l'amour. Et justement, c'est ce qu'ils veulent, se nourrir de ça. Donc je parle pour ces catégories-là, ils vont se nourrir du sous-produit qui est induit par le sentiment amoureux. Et certaines de ces entités-là vont participer à la construction de la sexualité chez les adolescents. Il y a une relation qui se crée, souvent très très courte, et qui finit par se dissoudre assez rapidement. Mais moi j'ai eu le témoignage de plusieurs personnes qui ont gardé des relations avec leur initiateur énergétique, et ça se prolongeait tellement que la créature énergétique se densifiait de plus en plus, et la personne était capable de la sentir avec lui ou elle dans le lit la nuit. Donc voilà, des relations durables peuvent s'installer. Alors si l'être humain éprouve du plaisir et qu'il passe des nuits agréables avec sa créature énergétique, où est le problème? Alors, d'un point de vue de la morale universelle, peut-être pas, mais moi je suis partisan, je recommande la lucidité et le contrôle sur les choses. Donc là c'est beaucoup par manque de lucidité au départ, et par ignorance, on ne sait pas que ça existe, on ne sait pas, donc on ne l'admet pas, bien qu'on vive des réalités qui sont de plus en plus prégnantes, à l'instar de ces gens-là qui finissent au bout d'un moment par se rendre compte que c'est réel. Quoi. Voilà. Et ça les embête que ça soit réel? Oui, oui, ça leur convient. Alors, il y en a qui s'installent dans la situation, dans ce cas-là ils en parlent peu, et d'autres à qui ça ne convient pas au bout d'un certain temps, parce que ça finit par parasiter, là pour le cas, par perturber leur vie biologique. Mais on peut très bien effectivement développer une relation sentimentale avec un être non organique. Même si c'est marginal, ça peut arriver, mais c'est pas entre guillemets le plan général. Le plan général, c'est d'avoir plutôt des relations avec des êtres biologiques et qui nous ressemblent. Oui, alors moi j'aurais tendance à dire, après c'est au cas par cas, j'ai pas encore eu de couple de ce type qui m'est sollicité. Un couple non physique et un couple physique. Oui, ou une personne en couple. Ce que j'aurais tendance à penser, mais c'est pas forcément juste, hein, c'est peut-être juste ma vision des choses, c'est que quand tu as des relations de dépendance avec un produit, un comportement, ça t'éloigne de la vie. Alors oui, voilà, c'est ça. Alors quelle est la différence entre l'équilibre et le déséquilibre? C'est ça. L'addiction, c'est quoi? C'est je n'ai plus la source de mon plaisir ou de moi, et je souffre. C'est ça ma définition. Tu as peut-être une autre définition, Nadine? De l'addiction? L'addiction, c'est une dépendance, c'est-à-dire que tu ne peux pas
subvenir toi-même à tes propres besoins. Sauf qu'on se rend compte que c'est quand même quelque chose d'assez général. Comme on dit, nul homme n'est une île en fait. On ne peut pas subvenir soi-même à tous ses besoins. On a besoin des autres pour évoluer constamment, pour avoir l'électricité, pour plein de choses. Donc le conseil, ce serait plutôt d'être dépendant des bonnes choses. D'accord. Et c'est quoi une bonne chose? C'est très personnel. Moi, de toute façon, je vais répondre à ce genre de questions que pour des personnes qui vont venir me consulter. Je ne vais pas édicter une règle qui serait valable pour des gens qui n'en ont pas besoin. Si une personne vient me voir et qu'elle me dit, par exemple, qu'elle se masturbe toute la journée, qu'elle fume des pétards, qu'elle boit un litre de vin tous les soirs et qu'elle se sent seule, qu'elle n'a pas d'amis, qu'elle voudrait avoir des relations avec une personne physique, elle voudrait avoir une vie amoureuse, un foyer, etc., et qu'elle n'en a pas, elle vient me chercher pour ça. Donc là, je vais considérer qu'il y a une addiction, il y a une dépendance, et que... Il y a un déséquilibre en quelque sorte. Voilà, et que plus la vie va avancer dans sa vie, si tu veux, plus la vie va prendre de la place dans son existence à cette personne, et plus son addiction, elle va reculer parce qu'il n'aura plus le temps de fumer tous ses pétards, il n'aura plus le temps de boire tout cet alcool, et il va sortir de son isolement. Mais c'est juste ma position de thérapeute. Alors, mais moi je pense qu'on peut reprendre la même logique, c'est-à-dire il y a vraiment une notion de déséquilibre à un moment ou à un autre. Donc dans les échanges entre deux personnes, si les échanges sont relativement équilibrés, on peut se dire qu'il y a quelque chose de normal, d'acceptable qui peut se prolonger. Mais si, même entre deux personnes, s'il y a une relation fortement déséquilibrée, que l'un, on va dire, apporte 90 ou 95% à l'autre, et qu'il y a très peu de retour de la part de cette autre personne, il y a une relation déséquilibrée. C'est le cas avec les parasites. Les parasites vont récupérer pratiquement 100% de ce qu'ils veulent récupérer, et en échange, ils ne vont rien donner. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas d'échange, c'est un marché de dupes. De la même façon, quand on va pratiquer le vaudou, ce genre de choses, on a l'illusion de récupérer du pouvoir sur le plan physique et peut-être sur le plan subtil. Or, on est souvent le grand perdant de cette affaire-là. On est dans l'illusion de l'échange, de la coopération, mais en fait, on perd pratiquement tout dans cette affaire-là. Donc, c'est la méconnaissance qui nous fait nous tromper par rapport à tous ces phénomènes. On ne sait pas comment ça fonctionne. Depuis des siècles, on nous a enfumés avec ces histoires-là. Tu vois, on parlait des peuples premiers qui connaissaient ces choses-là, et puis après, quand on est rentré dans l'ère moderne, on a oublié tout ça, on l'a shooté complètement en disant ça n'existe pas. C'est des choses complètement inventées. Or, c'est fou, ça existe réellement. Simplement, il va falloir le redécouvrir et poser rationnellement des noms et des pratiques sur ce genre de choses et des processus, parce que tout ça, c'est très ordonné, c'est très clair. Voilà, il faut arrêter de... il y a aussi une catégorie de personnes qui jouent un peu au gourou, qui disent j'ai compris, vous ne pouvez pas comprendre, ce genre de choses. Il faut vraiment, je pense que ce qu'on fait aujourd'hui, Nadine, ici, c'est d'essayer de clarifier un certain nombre de choses, parce que c'est facile à clarifier. Les gens doivent savoir que le monde énergétique existe, qu'il est peuplé d'êtres non physiques, qu'on appelle les trosses, les farfadets, les succubes, les incubes, et il y en a beaucoup. Et ils existent réellement, et une part d'entre eux interfèrent avec notre, on va dire, notre biologie, et ils interfèrent de manière directe, donc en jouant sur notre mental et aussi en dressant des espèces des filaments d'énergie qui vont se coller ou à la couche extérieure du champ d'énergie, ou qui vont pénétrer dans les structures profondes de la personne, au-delà du bouclier. Et là, on peut parler à ce moment-là de parasitage profond, voire de possession. Donc les gens doivent savoir que ça existe, c'est absolument réel. On n'est pas dans la psychologie pure, parce qu'il y a des phénomènes psychologiques qui dérivent de cette réalité-là. Il y a une réalité énergétique dure, on va dire, tout comme le soleil brille dans le ciel, il y a un monde énergétique, il y a des êtres énergétiques. Et il faut que les gens soient au courant. C'est pour ça qu'on fait ça aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui sont en train de circuler. Internet, c'est un grand diffuseur de l'information. Alors il y a de tout dedans, mais il y a au moins quelque chose de vrai qui se diffuse. Oui. Et il y a ce traducteur italien, son nom me reviendra plus tard, qui a été traducteur pour le Vatican pendant je sais pas, 30 ans, et qui fait des conférences maintenant, où il explique très clairement que la traduction littérale de la Bible est complètement différente de la traduction que depuis des décennies, des siècles, on nous fait lire. Et que dans cette traduction littérale, il y a clairement des vies extraterrestres.
une intervention extraterrestre, et tout le fonctionnement est décrit très précisément, des échanges entre ces personnes extraterrestres. Les Elohim et tout ça. Voilà. Les peuples du ciel. Souvent les gens font la confusion, je rebondis sur ce que je disais, entre le monde énergétique et les habitants du monde énergétique et les peuples extraterrestres. En fait, la confusion est facile parce que pour l'instant, le monde énergétique nous est caché pour la plupart des gens, et pour l'instant, la présence extraterrestre est furtive. Autre raison pour laquelle il peut y avoir une confusion, c'est qu'il y a certaines catégories, enfin la plupart, des extraterrestres qui sont capables de passer sur la dimension éthérique, technologiquement ou naturellement. Donc cette coexistence à ce niveau-là des extraterrestres et des créatures peuplant naturellement l'espace terrestre, mais dans le monde énergétique, peut créer une confusion. D'où souvent l'immense confusion qui est de dire les extraterrestres contrôlent l'humanité. Mais non, en fait, fondamentalement, depuis toujours, s'il y a quelque chose qui contrôle l'humanité à son insu, c'est principalement le monde énergétique et tous ses parasites. Voilà, c'est fondamentalement ça. Et c'est un de mes objectifs ici, c'est que les gens comprennent ça, et comprennent qu'il y a il y a des moyens d'avoir l'expérience directe de ça, et d'annuler cette influence-là. Donc il y a véritablement des moyens, et on en parlera à la fin, je pense. On donnera les solutions à la fin. Tout à fait à la fin. Pour ceux qui seront restés réveillés. Dans 2 ou 3 heures. Donc en fait, au niveau des différents types de parasites, on pourrait dire qu'il y a autant quelque part de parasites que de choses qu'on pourrait produire et dont ils pourraient se nourrir. Il y a des parasites différents en fonction de ce que tu peux produire. Et c'est uniquement des créatures éthériques, on va dire, des créatures subtiles, ou ça peut être aussi, tout simplement, des êtres humains. Alors on peut être parasité par un être humain, effectivement, tout à fait. Mais bon là, on est sur le comportemental et ce genre de choses, et on va voir le côté effectivement psychologique entre 2 personnes, et on pourra déjà traiter le problème. Alors que dans le monde énergétique, il y a une ignorance fondamentale de la plupart des êtres humains. Enfin, tous ceux qui sont de tradition occidentale s'imaginent que ça n'existe pas. Or, ça existe réellement. Donc, effectivement, je reviens à ce que tu disais, on peut être parasité par un être humain qui a un corps biologique, mais on peut également être parasité par un être humain qui n'a plus de corps biologique, c'est-à-dire qui est mort, en désignant ça, et qui veut continuer à exister d'une manière ou d'une autre, soit en parasitant un membre de sa famille, ou quelqu'un qu'il a trouvé par hasard qui correspond à ses aspirations, soit au hasard, comme ça, en fonction des opportunités qui se présentent pour le parasite, l'ex-vivant sur Terre. Donc ça fait plusieurs catégories de personnes qui sont susceptibles de se nourrir. De nous faire produire quelque chose. Oui. Et alors, ce que je me demandais, dont on discutait tout à l'heure, c'est par exemple tous les grands rassemblements, les manifestations, peut-être les attentats aussi, les concerts, différentes réunions qui font que les gens se mettent à ressentir beaucoup d'émotions. On parle de phénomènes de groupe, de choses comme ça, où les gens ressentent beaucoup d'émotions, et certains le recherchent d'ailleurs. Il y a des gens qui recherchent des émotions fortes, qui recherchent des sensations. Effectivement, ils se réunissent pour créer une masse d'énergie commune, qu'autrefois on appelait les égrégores. Ça, c'est des viviers pour se nourrir alors? Alors, oui et non, parce qu'en fait, les gens alors, ça dépend. Quand les gens se rencontrent ensemble, comme ça, et qu'ils ont une espèce de pensée cohérente, avec des sentiments cohérents, comme par exemple lors d'un concert, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, là, effectivement, il va y avoir cette espèce d'énergie commune qui va former une masse qui va englober tout le monde, et les gens vont sentir qu'ils sont à l'unisson, parce qu'ils le sont vraiment. Donc, il y a une création momentanée d'une égrégore commune. Mais dans le champ énergétique de la Terre, il y a comme ça, il faut comprendre, on en parlait tout à l'heure, qu'en fait, les pensées, les sentiments, enfin, ce qui fait fonctionner un être humain sur Terre, c'est pas le cerveau qui le produit. En fait, le cerveau va aller chercher l'information dans le champ d'énergie de la Terre. Voilà. La pensée en elle-même, elle est devenue indépendante et circule. C'est comme un grand Internet, une grande banque de données. Et le cerveau du nourrisson va aller chercher ces informations et se construire en fonction de ce qu'il trouve dans le champ d'énergie. C'est ce que Sheldrake appelle le champ morphogénique, parce qu'il disait que ça allait provoquer également, donner la forme aux choses, mais c'est le même univers qui contient de l'information et qui gère en fait les super programmes de tous les êtres vivants de la planète, y compris les êtres